allophones, francophones, anglophones. On parle, par exemple, des jeunes, des plus vieux, mais c'est rare qu'on regarde, en tout cas, je trouve, avec autant d'attention, le vote des femmes versus le vote des hommes. Ils ne votent pas de la même manière. On va en parler avec François Fournier. Bonjour, François. Salut Rémi, salut Karima. C'est une lettre d'opinion de Jean-Marc Léger cette fin de semaine. Oui. Conquérir le vote féminin pour les prochaines élections. Jean-Marc Léger m'a déjà dit que les femmes, c'était des individus qui toléraient moins le risque et que ça s'étudiait et que ça se mesurait avec des sondages. C'est pour ça, par exemple, que c'est difficile pour le mouvement souverainiste d'aller chercher des femmes. En vue de la prochaine élection, c'est sûr qu'avec le référendum qui est brandi comme un scénario hypothétique, ça pourrait peut-être être compliqué, d'ailleurs, pour le Parti québécois. Oui, puis ce qui est intéressant dans l'article de Jean-Marc Léger, qui te dit dans ton podcast d'ailleurs à peu près la même chose comme tu le rappelles, c'est qu'il insiste sur le fait que ce que je trouve intelligent, c'est que les données, en fait, nous montrent que tout ce qu'on s'est inventé dans les dernières années, un homme, une femme, c'est la même chose, on peut décider qu'on est ici, qu'on est ce qu'on veut. En réalité, les données montrent qu'il y a des différences fondamentales entre le processus décisionnel d'un homme et une femme. Et ce que les données montrent, c'est que les femmes sont beaucoup plus incertaines dans un premier temps de leur vote, donc leur vote est beaucoup plus volatile. Par contre, lorsque leur idée est faite sur quelque chose, ce vote-là est beaucoup plus difficile à faire bouger. Mm-hmm. Par rapport aux hommes qui ont une manière de voter qui est un peu plus différente, eux, en fait, ils sont beaucoup moins indécis. Par contre, leur décision peut changer au fil du temps. Ils peuvent passer d'un sondage à l'autre et dire, oh non, finalement, je sais pas, moi, PSPP, finalement, je l'aime pas. Monsieur Milliard m'impressionne plus ou peu importe. Donc, ils peuvent se promener un petit peu comme ça parce que leur manière de poser ces choix-là, c'est vraiment différent. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Derrière l'aspect du vote, on pourrait parler de n'importe quel autre sujet. C'est vraiment l'idée qu'on vient comme avec ces données-là briser un espèce de tabou maintenant qui consiste à dire « Ah, mais il faut pas être genré, il faut être dans une approche inclusive, tout ça. » Mais malheureusement pour nous, les données, le data nous montrent qu'il y a encore des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la tolérance au risque ou dans l'indécision et la décision lorsqu'on pose ce genre de questions-là. On l'a ici, d'ailleurs, on l'a à l'écran là, pour les gens qui nous regardent. PQ, 22% femmes, 25% hommes. PLQ, 20%, 23%. Là, on voit, par exemple, que c'est quand même assez semblable. Mais on voit après PCQ, le 4% de différence, parce que c'est 8% seulement de femmes, 12% d'hommes. Tu sais, si on fait une règle de 3, là, ça commence à être beaucoup plus. On voit là, qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui votent PCQ, Parti conservateur du Québec, que du côté des femmes là, également. Donc, il y a véritablement une différence et s'empêcher de le dire, c'est s'empêcher de réfléchir le politique. Ben oui, puis ce qui est un peu ce que je trouve intéressant dans l'approche de Jean-Marc Léger, c'est qu'il dit aussi que il faut arrêter d'être hypocrite, faire croire que ces différences-là n'existent pas, puisque les partis politiques font régulièrement de ce qu'on appelle des focus groups, là, donc des séances de réflexion où on essaie de se demander si notre stratégie est la bonne, et on cible spécifiquement les femmes, et plus précisément dans l'article, on dit on cible ce qu'on appelle les soccer moms, là, donc comme le sport, le soccer, c'est quoi le profil type? C'est la femme qui est, on va dire, mi-trentaine, mi-quarantaine, qui a des enfants, qui se courent dans les sports un petit peu partout et qui cherche de l'oxygène pour être capable de mieux boucler les fins de mois. Elle trouve que l'épicerie coûte trop cher. Donc, c'est pas pour rien qu'en ce moment, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les politiciens, ils ont qu'une chose à la bouche ou à peu près, c'est comment faire pour baisser le coût de la vie au niveau en particulier de l'alimentation. Et pourquoi il insiste sur cet aspect-là? C'est que, malgré qu'on soit en 2026, il y a aussi une autre réalité, c'est que c'est plus les femmes que les hommes qui font l'épicerie. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Et c'est elles qui constatent les hausses de prix. C'est elles qui se prennent cette inflation-là comme manifestation directe. Et c'est pour ça que les politiciens s'adresse à cette clientèle-là qui, comme elle est un peu volatile, son choix est pas fixé, ça va être un peu, je pense, une surenchère d'ici l'élection de qui va arriver avec la proposition qui va le plus toucher les mères de famille, finalement. Ben oui, mais on est dans ce qu'on appelle le marketing politique. Puis quand on regarde le baromètre qui est publié aujourd'hui dans le Journal de Montréal sur l'opinion favorable envers les politiciens, Christine Fréchette, il y a Mark Carney en première position, mais Christine Fréchette est en deuxième position. Puis je sais pas si tu te rappelles, François, mais elle utilisait ça beaucoup dans son discours au début, même son discours inaugural, en disant, tu sais, elle montrait là, les femmes en exemple. Il y avait un peu ce discours de peu
peu de pouvoir au féminin, donc peut-être que ça a percolé aussi. Mais dirais-tu qu'il y a comme des sujets tabous? C'est-à-dire que là, on parle de la question des femmes, même aussi, par exemple, le vote des minorités culturelles. Ça, il faudrait comme pas le dire. Il faudrait pas dire, non, par exemple, les minorités culturelles, s'ils votent plus pour un certain parti politique, là, ça pourrait être perçu comme étant un peu négatif. Tu vois un peu, est-ce qu'on a des tabous? C'est-à-dire, on peut parler du vote des hommes, on peut parler peut-être même du vote des femmes, mais il y aurait des sujets tabous par rapport à ça? Oui, bien, puis ça, c'est pan-canadien. Dans les sondages canadiens, on voit très peu d'informations sur la religion, l'origine ethnique, tout ça, ce qu'on a aux États-Unis. Quand on regarde, on analyse les sondages américains, ce qui est particulièrement intéressant, puis même les commentateurs, même ici, reprennent ça. Ils disent, par exemple, Trump, il a scoré plus fort dans le vote chez les Latinos que le faisait Bush, par exemple. Ben, la raison pour laquelle ils peuvent affirmer ces choses-là, c'est que c'est sondé là-bas. Ici, on n'a aucune idée. J'ai aucune idée, moi, quel est le vote des Québécois d'origine sud-américaine, mettons. On n'a pas ces informations-là. Moi, je pense que ce serait le fun de les avoir. Je pense qu'on gagnerait publiquement à avoir ces informations-là, savoir si, je sais pas, mais c'est les Québécois qui sont d'origine protestante, mettons, pour qui ils votent, ces gens-là. On n'a aucune idée. La seule barème qu'on a, c'est un peu la division francophone-anglophone, puis là, on fait des déductions à partir de ça. Mais je pense que c'est des données qui mériteraient d'être connues, puis j'ai l'impression que c'est un peu, justement, une espèce de tabou, là. C'est qu'on veut pas voir ce que ces données-là ont à dire, un peu pour ce que je disais par rapport aux hommes et aux femmes. On essaie de se faire croire qu'on vit dans un monde où hommes et femmes, c'est comme s'il n'y avait aucune différence. Mais on les voit, les chiffres montrent qu'il y en a des différences. On n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes goûts. C'est pas un vrai tabou, parce qu'à l'intérieur des partis, on le dit, ils savent très bien. Non seulement ceux qui font des focus group à la CAQ sont forts là-dessus, mais même, par exemple, le Parti libéral, il sait très bien c'est qui sa clientèle. Là, on a eu Antoine Dion-Charest la semaine dernière qui disait il n'y a pas de château fort libéraux, il n'y a pas de place où notre vote est acquis. Ben oui. Hey, bullshit, là, ça va, là, les fous. Là, je veux dire, tout le monde le sait exactement pour qui votent les immigrants. En grande majorité, les anglophones, même affaire, pas besoin de le faire deux fois. Donc, ils savent, mais du côté de notre côté de la clôture, dans les médias, si on dit ça, ben là, c'est parce qu'on généralise, on stigmatise, on cultive des stéréotypes. Les partis le savent très bien, même durant les soirées électorales, quand ils font le découpage par circonscription, ils se rappellent très bien, par exemple, où habitent les Latinos dans certains quartiers. Les gens habitent ensemble, là. C'est la nature humaine. Donc, tout le monde le sait, mais il ne faudrait pas le dire. Non, puis c'est pas une affaire négative ou positive. On parle juste de statistiques, là. Ça donne une idée, effectivement. Tu parlais des hommes, des femmes. Donc, il y a quand même cette idée, tout simplement, d'un état de fait, là, qui est les gens votent pour qui, puis pour quelle motivation, pourquoi. C'est important de le savoir. Oui, puis ça permet aussi, je pense, à des partis politiques de maintenir aussi des mythes qui font leur affaire. Je vous donne un exemple qui, à mon avis, est le plus frappant. Chez les partis de gauche au Canada, il y a eu beaucoup la tentation de s'emparer de la dite cause autochtone ou de la cause des Premières Nations. On a parlé de Kamloops, on a parlé de tout ça. Par contre, lorsque vous avez accès aux quelques sondages où on peut savoir pour qui vote, par exemple, en fonction des origines, ce que vous constatez, c'est que le vote le plus conservateur au Canada, c'est le vote autochtone. Et de très loin. De très, très loin, les meilleurs scores que font les partis conservateurs au Canada sont chez les communautés autochtones, notamment en Alberta à cause des sables bitumineux, qu'ils ont des intérêts là-dedans aussi. Puis ça, c'est un mythe que on n'a pas trop intérêt à étaler parce que ces gens-là aiment se présenter comme les défenseurs de la veuve et l'orphelin. Oui, nous, c'est la cause des Premières Nations. En réalité, les Premières Nations, ils vous ont rien demandé, là. Ça t'a-tu impressionné la candidature de la CAQ en fin de semaine dans Brome-Missisquoi? À la fin de la semaine dernière, on nous disait vous allez voir, c'est quelqu'un de connu. Puis là, finalement, la personne est arrivée, puis je sais pas. Moi, personnellement, je la connaissais pas. Moi non plus. Ça pose un problème là, en ce moment là, à la CAQ. Ben, ça pose un problème, c'est évident. Puis j'espère pour Mme Fréchette, le supplice de la goutte d'eau est terminé, là. Donc, les gens qui avaient à partir, j'espère, qui ont pris leur décision. Là, par exemple, pas trop loin de chez moi, dans le comté de Chute-de-la-Chaudière, on sait toujours pas si Mme Biron se représente. Je pense que ça commencerait à être le temps que les gens l'annoncent, là. Parce que là, d'une part, c'est ça, comment tu peux faire pour recruter quand des gens ne font que s'en aller, mais aussi comment tu peux faire pour recruter quand tu sais que des gens, en fait, tu sais pas leur réponse. Tu sais pas s'ils se représentent ou pas. Moi, je pense que ça, c'est un test de leadership à un moment donné. Madame Fréchette, elle doit mettre son pied à terre et dire, écoutez, là, aujourd'hui, là, à 16h, je veux la liste de tous ceux qui se représentent. Si votre nom est pas sur la liste, je considère que vous êtes parti, là.
C'est Manuela Goya, le nom de la candidate de la CAQ dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Je précise quand même, c'est pas non plus une no-name, là, mais elle est toujours, en fait, vice-présidente des affaires publiques et gouvernementales à Tourisme Montréal. Mais c'est sûr qu'on est loin des candidatures du temps où on présentait Drainville, par exemple, à la CAQ, là. Oui, puis M. Drainville, c'en est un. Lui, il a dit qu'il allait se représenter, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être une partie de plaisir pour lui, là, parce qu'on l'a vu, il figure pas très bien dans le baromètre aussi des personnalités qui sont aimées par les Québécois. Puis dans son comté, ça risque d'être particulièrement difficile. Il y a des chances d'être élu, évidemment, mais c'est clair que ça va être difficile. Puis je pense que c'est un peu ça. Je suis pas sûr en fait qu'il y a tant de caquistes sortants qui ont envie d'aller perdre. C'est humain ça à quelque part, là, mais forcé de constater que c'est presque historique, là. Je pense que du temps de la fin de Philippe Couillard, je pense que c'était une 14 ou 15 députés ou ministres qui se représentaient pas. Là, on est rendu à quoi? 32, 33 du côté 33, là, c'est énorme, là. C'est vraiment, vraiment énorme. Puis ça, je veux dire, un chef ou une chef a beau avoir toute la motivation du monde, ça doit commencer à être difficile. François, de toute façon, on va avoir l'occasion de s'en reparler parce que c'est vrai qu'on attend de savoir ces personnes-là, qui va se représenter, qui va partir, quelles seront les annonces aussi. Est-ce qu'il va y avoir des candidats? Est-ce qu'il va y avoir des mesures aussi fortes que la CAQ va annoncer? Et d'ailleurs, peut-être, je suis curieuse, on a parlé de ça tantôt avec Rémi. Tu voulais revenir sur la ville de Terrasse-Vaudreuil qui reconnaît le droit des arbres. Je regarde ton visage, là, t'es comme, tu sais pas par quel bout de commencer, là. En fait, c'est que c'est ça. Commençons par la racine. C'est qu'en fait, il y a comme une espèce de parfum de ce qu'on appelle l'animisme là-dedans. L'animisme étant une forme de religion un peu primitive où on n'adore pas des dieux, on n'adore pas des divinités, mais on adore la nature. Donc, la nature serait l'espèce de Dieu qui est insufflé dans toutes les choses. Et ça transparaît dans le langage. Là, pour ceux qui pensent que j'exagère, le maire estime que sa ville est prédestinée pour devenir ambassadrice des arbres. Donc, la ville, apparemment, a un destin et les arbres sont ils devraient avoir le même statut légal ou comparable à des humains, voire des animaux. Je trouve qu'on est comme dans une espèce de dérive quasi religieuse. Là. On peut regarder ça et rire, mais je pense que dans les dernières années, plusieurs municipalités nous ont montré qu'elles pouvaient aller très loin dans une espèce d'écologisme municipal. Mais là, moi, je trouve là, ça dépasse. Là. On est rendu carrément dans la religion. Là. Donc, les arbres ont une conscience, les arbres ont une âme. Notre ville est prédestinée. À ce que je sache, cette ville-là est pas prédestinée à rien d'autre que ce que les citoyens vont avoir décidé de lui donner comme orientation. C'est parce qu'on dirait qu'on n'est pas capable de régler un problème, donc on change de registre. Donc, avec un autre niveau, entre hommes, là, hommes étant hommes et femmes, là, entre humains, on n'est pas capable de régler ce problème-là, on n'est pas capable de considérer la nature. Donc, on va donner des droits humains à des arbres, on les consultera pas, puis notre ville est prédestinée, puis les êtres humains, c'est comme des arbres. Là, tu te dis, la plupart des gens n'entreront pas dans ce délire-là. Là. Ben oui, puis à une époque, on disait, tu vois, vers la fin de la domination catholique, on commençait à être un peu déconnecté de la réalité. Là, on discutait du sexe des anges pendant le siège de Constantinople. Là. Mais là, je veux dire, pendant qu'il y a un déficit de maintien des infrastructures au Québec, des routes trouées, des nids de poules partout, t'as des gens qui discutent de savoir si les arbres ont une âme. Là. Essayer de penser à ça un instant, il y a quelque chose qui rappelle un peu justement une autre époque. Là. Non, mais c'est surtout, ils peuvent, mettons, le penser ou quoi que ce soit, puis on peut avoir ces croyances-là, mais ensuite, on peut quand même se dire qu'est-ce que ça vient faire dans la politique municipale de la ville, comme tu l'as mentionné, d'intégrer quelque part un aspect qui semble un peu religieux, peut-être certains diront même ésotérique, c'est ça aussi. Ben oui, c'est ça, on est un petit peu dans... J'avais un professeur d'université qui appelait ça le mystico-pété. C'est un peu là-dedans qu'on est. Là. Va en paix, pêcheur. Vas-y. Bye.